À l'ordre, s'il vous plaît, chers collègues. Donc, nous allons reprendre les travaux et nous entendons maintenant l'Institut du Nouveau Monde, Madame Mallory Flon, qui est directrice du développement. Vous avez environ une dizaine de minutes pour nous présenter votre mémoire et par la suite, il y aura des échanges avec les parlementaires. Bienvenue à l'Assemblée. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Messieurs, Mesdames les parlementaires. Merci d'accueillir notre contribution à vos travaux. L'INM a pour mission d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. On mène des activités d'éducation à la citoyenneté, des activités d'information et de participation publique. Nous percevons le retrait du droit pour tous les citoyens d'élire les personnes chargées de gouverner les écoles comme un recul sur le plan de la participation. Notre contribution à vos travaux se fonde sur 3 constats. D'abord, les grandes orientations de l'école publique bénéficient de l'apport de tous les membres de la société. Le taux de participation de 4,88 % enregistré aux dernières élections scolaires est un problème qui doit être abordé. Des changements s'imposent pour renforcer la légitimité politique de la gouvernance de nos écoles. Et troisièmement, il existe au Québec des inégalités socio-éducatives et elles doivent rapidement occuper l'attention des acteurs de la gouvernance scolaire, quels qu'ils soient. On s'apprête à supprimer un palier démocratique. C'est un geste majeur. Avons-nous vraiment tout essayé? L'école publique est peut-être un des biens les plus précieux de notre société. Ça contribue à réduire les inégalités, c'est un véhicule de prospérité économique, c'est un déterminant de la santé, c'est un véhicule d'intégration des immigrants. À l'origine, l'intention du législateur était de faire en sorte, avec les gouvernements scolaires, d'assurer que l'éducation publique n'était pas seulement dans les mains de gestionnaires ou d'administrateurs, mais aussi de citoyens élus proches des communautés, comme gardiens de la mission et des valeurs fondamentales d'équité pour nos jeunes. On comprend comment on est parvenu à ce taux de participation familique en lisant un article de Jean-Pierre Proulx dans l'État du Québec en 2016. Il décrit comment les commissions scolaires sont passées de 1557 commissions scolaires catholiques, 273 commissions scolaires protestantes en 1960 à 71 en 1999. Donc, la réduction importante du nombre de commissions scolaires a creusé l'écart entre les électeurs et les candidats. Et surtout, la gouvernance s'est éloignée des écoles. Mais vous êtes parlementaire, les bénéfices de la participation démocratique sont nombreux. Alors, on se pose la question si on a vraiment tout essayé. Du point de vue de l'INM, il y a des solutions qui ont été amenées dans le débat public dans les dernières années qui auraient mérité une attention, qui auraient mérité d'être testées avant l'abolition complète du principe d'une gouvernance qui est redevable devant la population. Puis je pense aux principales solutions qui étaient le jumelage des élections municipales et scolaires ou le recours aux élus municipaux pour valider les orientations de l'éducation publique sur leur territoire. Je vais me permettre un parallèle avec le réseau de la santé pour poser une question. Le dernier gouvernement a réformé la gouvernance des établissements de santé en réduisant le nombre. On est passé de 269 en 2014 à 34 établissements en 2019. Les membres des conseils d'administration, tout comme les PDG, sont désignés par leur pairs ou nommés par le ministre. Les citoyens n'y ont plus leur place. Les établissements de santé, selon plusieurs observateurs, ont perdu aussi de leur proximité avec les communautés. Le projet de loi 40 ne va pas exactement là, mais la porte s'ouvre à peut-être d'autres réformes. Pour poursuivre le parallèle, depuis l'avènement des centres intégrés de santé et services sociaux, beaucoup de services sociaux sont négligés. On parle beaucoup ces jours-ci de protection de la jeunesse. Il y a la prévention de la santé publique, la stratégie globale de soutien et d'hébergement relativement au vieillissement de la population. Tout autant que dans le domaine de la santé, les besoins en éducation sont énormes, variés, dépassent la transmission de la matière par le programme. Alors, la question que je pose, comment nous assurer que l'histoire ne se répétera pas dans le réseau scolaire où la perte de légitimité représentative par la réforme envisagée est plus grande que celle subie dans le réseau de la santé? Le changement opéré par le projet de loi est celui d'un système de représentation par suffrage universel à un système de représentation des citoyens utilisateurs. L'opportunité d'aller vers cette démocratie d'usagers
c'est que le taux de participation risque d'augmenter, étant donné la plus grande proximité des électeurs avec les candidats. Avec le taux de participation, la légitimité politique aussi des représentants va augmenter. Mais le risque que la gouvernance des écoles d'un territoire prenne une direction plus utilitariste en lien avec les intérêts des acteurs concernés, des usagers, en prenant moins compte d'autres enjeux municipaux, régionaux, communautaires ou relatifs au développement à plus long terme de notre société. L'autonomie et le pouvoir décisionnel accru des parents sur les conseils d'établissement sont une bonne chose du point de vue de la participation des parents, qui sont des citoyens. Ils risquent de se sentir plus interpellés, ayant plus de pouvoir, donc de s'engager dans l'école de leurs enfants. Il y a le Conseil supérieur de l'éducation en 2016, dans un rapport qui a documenté les bénéfices des conseils d'établissement, qui favorisent l'ouverture des établissements à leur milieu, qui ajoute de la transparence, force les différents acteurs, direction personnelle, parents, élèves à travailler ensemble, développe le sentiment d'appartenance. Il y a d'autres situations où les conseils d'établissement vivent des difficultés. Il y a des membres qui s'impliquent pour d'autres raisons que celles que le meilleur intérêt des élèves. On a vu des enseignants voter en bloc au gré d'intérêts corporatistes. On a vu des parents qui s'investissaient au conseil pour les intérêts individuels ou particuliers de leurs élèves. Il y a aussi été observé une méconnaissance des rôles et fonctions et des pouvoirs qui s'exercent au sein de cette instance-là. Mais en fait, les défis liés au conseil d'établissement, au travail sur les conseils d'établissement sont les mêmes que ceux vécus dans les conseils des commissaires, sont les mêmes que ceux vécus à l'Assemblée nationale. Les luttes de pouvoir, ça s'observe dans des instances comme celle-là où il y a différents intérêts qui se confrontent. La chose à faire, à notre avis, c'est de mieux soutenir les représentants sur ces instances dans l'exercice de leur rôle. C'est possible de les accompagner pour développer l'art de la collaboration et de la recherche de l'intérêt général à travers la discussion, la confrontation des perspectives citoyennes, institutionnelles, tout en s'appuyant sur des connaissances scientifiques et des données sur les milieux. Un autre point que je souhaite souligner sur la participation des parents, c'est qu'elle varie selon les milieux socio-économiques et culturels. On sait que les parents qui siègent sur les conseils d'établissement sont généralement plus éduqués, gagnent un meilleur revenu que la moyenne des Québécois. Leurs enfants sont plus nombreux à fréquenter des classes enrichies que des classes d'adaptation scolaire, moins de 5 %. Donc, considérant que peut-être qu'un des plus grands défis de notre système éducatif actuellement, c'est de favoriser la mixité scolaire, de réduire les inégalités de parcours scolaire, il va falloir donner les moyens aux écoles pour susciter cette participation des parents qui sont plus éloignés ou traditionnellement moins impliqués, au risque de perdre de vue les intérêts généraux de l'ensemble des élèves. Je me permets aussi une observation sur la disparition des AFSEC, des agents de vie spirituelle et d'engagement communautaire. À l'INM, on intervient beaucoup dans les écoles secondaires et nos meilleurs alliés sont ces personnes-là parce qu'ils soutiennent les programmes de coopération, d'engagement environnementaux, les programmes de soutien aux conseils d'élèves. À l'heure actuelle, ces professionnels ont donc un impact important auprès des jeunes et donc on se demande comment ces fonctions vont être redistribuées. Dans le contexte de la pénurie d'enseignants, des tâches plus que pleines, on peut craindre que leur disparition nuise aux opportunités d'engagement et de participation des élèves. Le projet de loi 40 donne au conseil d'établissement l'obligation de consulter les élèves ou des groupes d'élèves. C'est une très bonne chose. On recommande même d'élargir cette notion pour encourager plus globalement la participation des élèves. On œuvre auprès des jeunes depuis plusieurs années. On sait qu'il existe des défis pour susciter la participation des jeunes, mais il y a des stratégies très efficaces aussi. La plus signifiante, c'est certainement l'éducation à la citoyenneté. Pour que nos élèves, maintenant, mais plus tard, lorsqu'ils seront à leur tour professionnels, peut-être dans le réseau éducatif, parents, puissent contribuer activement à notre vie démocratique puis à celle du réseau scolaire. Inversement, la participation des citoyens à la vie démocratique de leur école est aussi en soi une stratégie d'éducation à la citoyenneté. Donc, si c'est encouragé dès le plus jeune âge, on renforce la capacité des acteurs sur le très long terme d'exercer leur rôle puis leur fonction
notamment celles qui leur sont dévolues par la loi. À l'heure actuelle, l'éducation à la citoyenneté n'est pas un projet central de l'école publique, un projet périphérique. Comment susciter la participation des élèves devrait constituer un volet de la formation ministérielle que devront suivre les membres des conseils d'établissement. L'art de la participation citoyenne, c'est de savoir qui faire participer, quand, sur quel objet, comment. La gestion quotidienne d'une école est peut-être un objet moins pertinent que les grandes orientations du projet éducatif, par exemple. Dans tous les cas, ces démarches doivent s'appuyer sur de l'information vulgarisée pour hausser la qualité de la participation. Je vais vous faire l'économie des bénéfices de la participation citoyenne qui se retrouve dans mon mémoire si vous souhaitez en savoir davantage. Je vais passer aux recommandations. L'intention du législateur à l'origine des gouvernements scolaires était de garantir une participation à et une surveillance citoyenne de l'éducation publique. Dans la pratique, le taux de participation aux élections scolaires nous a éloignés de cette intention noble. Et je m'excuse, mais on a vraiment plus de temps. On a passé de plusieurs minutes, donc je suis convaincue que les parlementaires auront l'occasion de vous questionner sur vos recommandations puisqu'ils ont une copie entre leurs mains. Je suis désolée. Donc, je vais me tourner du côté du ministre de l'Éducation. Vous avez, Monsieur le ministre, 16 minutes. Merci bien, Madame la Présidente. Commencer par vous remercier pour la richesse de votre analyse puis de vos propos. On voit que vous avez vraiment pris le temps de passer à travers le projet de loi 40. Vous avez fait quelques mises au point, posé quelques questions. Je vais essayer d'y répondre. Puis peut-être, moi aussi, je peux me permettre quelques mises au point pour qu'on ait une compréhension commune des objectifs. D'abord, vous avez parlé de la réforme qu'il y a eu en santé par le précédent ministre de la Santé, en disant mais ils sont passés de 269 organisations à 34, donc des fusions, des abolitions, des membres de conseil d'administration nommés par le ministre. Vous avez dit bien, le projet de loi 40 ne va pas là. Je vous remercie de cette précision parce qu'il y a plusieurs personnes qui, pour attaquer le projet de loi 40, font une espèce d'amalgame en disant c'est pareil, puis c'est la même chose, puis c'est une autre réforme pareille. On peut bien faire des comparables, là, mais de manière générale, il ne va pas la même chose. Vous posez quand même une question, comment s'assurer que l'histoire ne se répète pas? Donc, il ne va pas là au départ, mais prenons garde, mettons même un garde-fou pour être sûr qu'un éventuel dérapage ne l'y amène pas. Et le projet de loi tel qu'il est ne va pas. Ce n'est pas un copier-coller du projet de loi 40, ni dans ses mesures, ni dans son intention. Puis je vous remercie de cette correction et de ce rappel à ceux qui galvaudraient cette idée. Vous nous mettez en garde, par exemple, contre l'instauration d'une instance de citoyen utilisateur par rapport au système qu'on a actuellement. Je pense qu'à certains égards, on pourrait accepter que les parents, sur un conseil d'administration de centre de services, bon, c'est pas eux qui sont dans les classes, mais ils peuvent faire office de citoyens utilisateurs. Par exemple, de faire entrer des membres de la communauté qui ne sont ni parents ni employés du centre de service. Je ne pense pas qu'on peut les qualifier de parents ou citoyens utilisateurs. Puis de faire une place pour la première fois à des enseignants, des directions d'école, des professionnels, orthopédagogues, tout ça. Je ne pense pas qu'on peut les qualifier de citoyens utilisateurs. Donc, oui, il y a une place aux citoyens utilisateurs réservée, avec un nombre défini de places qui est là. Mais il y en a déjà en ce moment parce qu'il y a déjà des parents commissaires, spécifiquement sur les conseils des commissaires. Ils sont en moins grand nombre, mais ils sont déjà présents sur les conseils des commissaires, ces parents utilisateurs. Avec un CA, on leur donne davantage de sièges, mais reste que c'est loin d'être tous les sièges. Ensuite, vous nous mettez en garde, vous nous posez la question de est-ce qu'il y a un danger de ne pas aller vers quelque chose qui est plus utilitariste, puisqu'on fait de la place avec la prémisse que ce sont des parents utilisateurs qui contrôlent le système. Bon, prémisse que j'ai remis en question, mais vous pourrez bien sûr intervenir à la fin de ma question qui s'en vient, je vous rassure. Est-ce qu'il y a un danger d'aller davantage vers quelque chose qui soit utilitariste? Je veux vous rassurer en vous disant que les conseils d'établissement, comme les conseils d'administration de centres de services, vont voir à l'organisation, à une question d'équité, mais les curriculums, les programmes, les diplômes,
vont rester entre les mains du gouvernement. Donc, on ne pourrait pas changer, supposons, le français ou augmenter la part de formation destinée simplement au marché du travail, comme ça, sur un conseil d'administration. Et j'ai envie de vous poser une autre question, et vous posez cette question-là, mais bien sûr, vous réagirez si j'ai abordé plusieurs points. Ça va être sur la question qui est nouvelle, qui a été très peu abordée avant vous, c'est la question de participation des élèves. Et dans le conseil, dans le projet de loi, on donne cette mission au conseil d'établissement de dire, bien, au moins une fois par année, vous allez avoir le devoir d'aller voir vos utilisateurs premiers, même pas les parents, les élèves, de consulter les élèves. Pour la première fois, on donne cette obligation-là, cette mission au conseil d'établissement. Comment vous voyez ça? Puis comment est-ce qu'il faudrait le structurer dans la loi pour dire comment ça doit être fait? Ou, bref, quelle est votre opinion sur cette question qui n'a pas été abordée encore en commission? Pour la première question, évidemment, c'est bien qu'il y ait des représentants des communautés sur les conseils d'administration des centres de services. Bon, c'est proportionnellement peut-être qu'ils sont peu nombreux, mais vous savez, moi, je ne m'embarquerai pas à vous conseiller il faut tant de tel corps professionnel ou de combien de citoyens. Je laisse à des personnes plus expertes de gouvernance de faire ces recommandations-là. Je voudrais quand même réagir. La notion de citoyen utilisateur, pour moi, elle englobe aussi tous les acteurs concernés. Donc, je ne pense pas juste aux parents, je pense aussi aux professionnels, aux gestionnaires, dans le sens où ils ont des intérêts dans la façon dont le réseau fonctionne. Le bénéfice qu'on perd, je crois, avec le rôle des citoyens comme instance de gouvernance, c'est en cette théorie, ce rôle de s'élever au-delà des intérêts d'utilisation, puis je ne devrais peut-être pas utiliser le mot utilisation, mais des intérêts des acteurs concernés. Puis même dans le domaine de la santé, les utilisateurs, c'est oui les patients, mais il y a aussi des professionnels qui ont des intérêts corporatifs, on peut le dire comme ça, dans la façon dont un système roule. Donc, d'avoir des citoyens, souvent, ça nous permet de s'élever puis d'avoir un regard plus élevé ou autre, disons-le ainsi. Mais je pense que oui, qu'il faut le nommer, qu'on s'en va vers un autre genre de démocratie en donnant ce rôle de gouvernance à des acteurs du système. Pour la question de la participation des élèves, je l'ai dit, c'est une bonne chose. On le voit d'un très bon œil, cette obligation de consulter. Il peut y avoir des bonnes et des mauvaises façons de consulter. À votre question, comment est-ce qu'on recommanderait de mettre ça dans le projet de loi? C'est une excellente question, puis j'aimerais que vous me donniez plus que 30 secondes pour y penser. Si vous souhaitez, on pourrait rester en contact à ce sujet-là. Mais je crois en effet qu'il y a des règles, il y a des règles de l'art de la consultation que nous connaissons bien à l'INM, qu'on pourrait vous communiquer, et qu'il y aurait moyen de sensibiliser ou de former, puisqu'il y était question d'une formation dans le projet de loi, ça devrait faire partie d'une formation, parce qu'il y a des stratégies efficaces et d'autres qui sont nuisibles, qui ont plus tendance à créer du cynisme quand on consulte puis qu'il n'y a pas de suite, par exemple. Donc, il faut, c'est ça, je pourrais vous transmettre des règles de l'art de la participation publique qui s'adressent à la participation des jeunes également et qui pourraient faire l'objet d'un volet de la formation qui est prévu. Monsieur le ministre. Merci bien. Au bas de la page 7, je vais citer une partie du mémoire. Vous êtes le projet de loi 40 donne plus de pouvoir et d'autonomie au conseil d'établissement des écoles. C'est une bonne chose pour encourager la participation à cette instance, pour assurer que chaque établissement ait la marge de manœuvre pour répondre aux besoins de ses élèves. Plus loin, on dit l'autonomie et le pouvoir décisionnel accru des parents. Je suis content que vous le mentionniez, parce qu'il y en a qui disent non, il n'y en a pas de décentralisation. Mais là, on le voit, l'autonomie et le pouvoir décisionnel accru des parents siégeant sur les conseils d'établissement et le conseil d'administration d'un centre de service sont donc une bonne chose d'un point de vue de la participation des citoyens parents. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'implication de la communauté dans son école, mais par contre, vous soulevez la question peut-être qu'à l'instance régionale, une plus grande participation des gens qui n'ont pas de lien direct, soit comme parents, soit comme employés. Et je prends bonne note de
de ce commentaire, parce que c'est le genre de choses qu'on peut faire comme ajustement après des participations constructives comme la vôtre. Et si vous me permettez, Madame la Présidente, je céderai la parole à mon collègue de Beauce-Sud ou Nord, j'oublie toujours. Sud. Je m'excuse. Beauce-Sud. Oui, Monsieur le député de Beauce-Sud, la parole est à vous. Vous avez 7 minutes 30 environ. Il n'y a aucun problème. Si je pourrais être député de toute la Beauce un jour, j'en serais très heureux, mais ça ne se fait qu'au fédéral, en fait. Alors, merci Mme la Présidente, merci Monsieur le ministre. Très content de vous revoir, Mallory, et qu'on puisse passer un peu de temps ensemble. L'Institut du Nouveau Monde est déjà un partenaire du gouvernement du Québec. Entre autres pour l'élaboration du prochain plan pour la jeunesse québécoise. On a travaillé ensemble sur la meilleure façon de consulter les jeunes du Québec. Et vous avez raison, moi je suis extrêmement inquiet sur la participation des jeunes dans nos institutions démocratiques, surtout quand je regarde le taux de participation lors des dernières élections provinciales, qui était bas pour tout le monde, mais qui était particulièrement bas également pour les jeunes du Québec. Ce sont des chiffres qui sont tout récents, autour de 58% des jeunes de 15 à 29 ans qui sont allés voter. Alors, il y a une grande inquiétude à avoir sur la façon dont on peut rapprocher la démocratie des jeunes. Il en demeure pas moins que j'aimerais savoir, dans toute l'historique de l'INM et dans toute l'expérience que vous avez, quand vous allez dans les écoles et vous travaillez très fort avec les conseils d'élèves, est-ce qu'ils vous parlent d'un intérêt pour les élections scolaires? Est-ce que vous avez des données sur le 4,88% qui vont voter? À l'intérieur de ça, combien de jeunes vont voter? Et est-ce que vous sentez un appétit pour les élections scolaires à travers votre expérience auprès de la jeunesse québécoise? Madame Flon? De manière générale, les jeunes ne savent même pas qu'il existe une telle chose qu'une élection scolaire. Et même les plus vieux, là. Mm-hmm. Donc, il y a, je pense, un déficit d'éducation politique. L'éducation politique, ça fait partie de l'éducation à la citoyenneté, mais comment le système démocratique fonctionne, ce n'est pas enseigné de manière systématique à nos jeunes. Donc non, il n'y a pas de données sur le nombre de jeunes. Je n'ai pas de données à vous fournir sur le nombre de jeunes qui votent, mais dans nos ateliers Politique 101, on parle des paliers démocratiques et souvent les gens qu'on rencontre ne savent pas qu'il existe des élections scolaires. Voilà. Vous avez, donc c'est ça, il y avait une autre partie à votre question? Oui, bien, absolument. Bien, je parlais en fait de, si les jeunes vous en parlaient, vous m'avez répondu, vous me dites non, ils ne savent même pas qu'il y a des élections scolaires. Vous n'aviez pas de données à me donner là, sur le 4,88 %, savoir s'il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes qui sortaient voter aux élections scolaires. J'ai une autre question parce que je connais et je reconnais votre expertise en termes de participation citoyenne et dans le futur plan sur la jeunesse, on va mettre quand même pas mal d'argent pour voir de quelle façon on peut mieux inciter les jeunes à aller voter. J'ai annoncé l'aile jeunesse de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, qui est une première pour concerter les jeunes élus municipaux. Mais ce qui revient souvent, c'est qu'ils nous disent, on aime ça quand les gens qui prennent les décisions sont près de nous. Et vous ne voyez pas quelque chose de positif dans le projet de loi 40, que les directions d'école, les enseignants, aient justement une proximité, puissent prendre, des décisions encore plus près des élèves. Et je me mets dans la peau des conseils d'élèves qui vont pouvoir aller à la porte du directeur, dire « je veux ça dans mon école, on pense que c'est bon », et que ces gens-là puissent avoir les moyens d'agir rapidement auprès des élèves. Et ceci ne va pas renforcer l'intérêt des élèves, justement, envers la prise de décision, envers l'implication citoyenne. Puis ouais, c'est peut-être pas loin de moi, les décisions, c'est peut-être dans mon école que je peux faire bouger les choses. Est-ce que c'est pas positif, ça, dans le projet de loi 40? Madame Flon? Oui, c'est positif. C'est d'ailleurs ce que je vous ai décrit. Si tant est que ce pouvoir soit évidemment mis en pratique, ce pouvoir dévolu au conseil d'établissement et que la consultation des élèves soit bien faite. Je dois avouer que je ne suis pas juriste ni experte de la gouvernance scolaire, mais à la lecture du projet de loi, c'est pas non plus toujours très, très clair. Puis je m'adresse à vous aussi, Monsieur le ministre. Quel pouvoir appartiennent au conseil d'établissement, quel pouvoir appartiennent au centre de services, quel pouvoir appartiennent au ministère. Je trouve qu'il manque quand même de clarté sur cette répartition des pouvoirs dans le projet de loi. Ça mériterait peut-être d'être précisé. Mais oui, les pouvoirs accrus dévolus au conseil d'établissement, c'est une bonne chose. L'obligation de consulter les élèves, c'est une bonne chose. Ça peut, s'il y a une vraie dynamique de collaboration dans les écoles, cela va renforcer le leadership aussi des directions d'établissement. On sait qu'actuellement, il y a des jeunes qui ont des directions d'établissement qui sont très favorables à la composition d'un conseil d'élèves.
d'autres qui sont moins favorables, qui se butent encore à de la résistance. Donc, ça va évidemment, on va voir comment ça va se passer dans la pratique. Je suis contente aussi de savoir que vous allez faire une place à la consultation dans la prochaine stratégie jeunesse. On sera là pour vous fournir des recommandations. Je sais que c'est votre prérogative de les suivre ou pas. On en a fourni pour la façon de consulter actuellement. Certaines n'ont pas été retenues, mais c'est pas grave. Ça nous fait quand même plaisir de continuer à vous porter conseil. Bien, vous me connaissez, j'aime prendre les excellentes idées. Il y en avait plusieurs, mais avec le temps qu'on avait dans le cadre des consultations, on ne peut pas toutes les prendre. Bien sûr. D'ailleurs, je suis convaincue qu'on va se voir à Québec le 12 décembre. Absolument. Et on va pouvoir discuter de tout ça. En terminant, on réfléchit depuis plusieurs années à la façon dont on peut justement mieux impliquer nos jeunes et qu'il y ait plus voté aux élections provinciales, qu'il y ait plus de candidatures jeunesse au provincial, au fédéral et au municipal. Et moi, je pense que quand les jeunes au Québec vont dire c'est possible d'avoir du pouvoir dans mon école rapidement, on va ressentir un impact positif sur les autres paliers. Je suis entièrement d'accord avec vous. Merci, Monsieur le député de Beausud. J'ai le député de Chapleau qui veut faire une intervention. Un peu plus d'1 minute 30, questions et réponses. Parfait, donc ça sera rapide. Merci, Madame la Présidente. Merci à tout le monde. Donc, peut-être parler de l'accroissement de la participation citoyenne. Ça semble être la trame de fond de votre présentation. Là, vous avez parlé, vous avez évoqué l'idée que l'éducation publique ne soit pas seulement entre les mains d'administrateurs ou de gestionnaires. Vous avez également parlé du changement qui était opéré, donc la représentation par suffrage universel vers le citoyen utilisateur. Vous avez également rappelé judicieusement le taux de participation très bas, 4,86% aux dernières élections. Puis vous avez appelé en quelque sorte à une solution. La solution ne serait pas ça ne pourrait pas nécessairement être... Est-ce que ce ne serait pas justement le projet de loi 40, justement, qui vise à encourager la participation des citoyens, donc les parents, les membres de la communauté, le personnel scolaire, ces personnes qui sont élues, dans le fond, par leur père, pour participer, dans le fond, à la démocratie scolaire. Est-ce que vous voyez d'un bon œil cette participation-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même intéressant pour vous? 5 secondes pour répondre aux multiples questions. Nous voyons des risques et des opportunités au projet de loi 40. On recommande quand même la prudence. On a l'impression qu'il y a un éloignement de l'intention originelle du législateur avec les gouvernements scolaires qui était d'avoir des citoyens qui n'ont pas d'intérêt direct dans le réseau, qui ont un rôle de surveillance. Okay. Ça vous va? Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée Tien-Laurent. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Désolée, mais j'ai manqué un bout. Comment on fait pour améliorer la démocratie en abolissant un palier de démocratie au Québec? Je n'ai pas dit qu'on améliorait la démocratie. Vous non, mais il me semble que c'était sous-entendu. OK. Ah, la participation citoyenne. Donc, je vais vous demander pour vous interpeller de part et d'autre, s'il vous plaît. Madame la députée Tien-Laurent, faites votre échange avec notre invité. Donc, êtes-vous d'accord que lorsqu'on veut améliorer la participation citoyenne, c'est pas en abolissant un palier de décision, ou est-ce qu'on invite les gens, justement, à aller voter? Bien sûr. C'est-à-dire que c'est une façon, oui, c'est un palier démocratique qui va disparaître, donc ça va être une occasion de participation citoyenne qui va disparaître. Vous avez sûrement remarqué que souvent, il y a des femmes aussi qui se présentent à titre de commissaire, que c'est leur première fois qu'elles vont mettre, permettez-moi l'expression, leur face sur le poteau, et que d'autres, par la suite, vont pouvoir cheminer, vont devenir conseillères de ville, mairesse, députée ici à l'Assemblée nationale ou même au fédéral. Pensez-vous que, justement, en abolissant ce palier, on peut peut-être même mettre un frein à certaines femmes qui n'auront pas eu l'occasion un jour d'expérimenter la vie politique? Toute abolition d'une opportunité de participation citoyenne constitue un frein. Ça limite les expériences de participation à la vie démocratique. Tantôt, vous avez dit, vous m'avez fait sourire, je ne suis pas juriste, et vous êtes tourné vers le ministre de l'Éducation en disant, dans la loi, c'est pas très clair les pouvoirs qu'il va y avoir, puis si on veut vraiment participer. Puis juste avant, vous avez dit, il faut faire aussi attention aux consultations pour consulter. Et ça m'a vraiment fait sourire parce que j'aimerais ça que vous élaboriez un petit peu là-dessus. Parce qu'effectivement, lorsqu'on ne sait pas quel pouvoir on a et qu'on est consulté, mais que des fois, on a l'impression qu'une consultation va amener à une prise de décision, mais qu'on n'a pas eu la décision escomptée, est-ce que ça peut faire en sorte que les gens, par la suite, vont être découragés et peut-être même après ça, arrêter de participer? Bien sûr. Il y a plusieurs choses, éléments de réponse.
pour avoir une participation de qualité, c'est-à-dire qui va véritablement améliorer la décision et l'éclairer, il faut une information adéquate. Donc, les élèves ont besoin de, si on les consulte, avoir une certaine information. Ça a besoin d'être clair. C'est quoi le sujet, les paramètres? Il faut une diversité de modalités de consultation pour aller rejoindre différents élèves. Est-ce qu'on va juste s'adresser à ceux qui parlent plus haut, mieux, fort? Ou est-ce qu'on va aller chercher les autres catégories d'élèves également? Il y a plusieurs autres paramètres auxquels on doit faire attention. Il faut évidemment clarifier qu'est-ce qui va être fait avec le résultat de la consultation, comment la consultation va éclairer la décision. Il y a une gestion d'attente à faire quand on consulte. Donc, oui, une mauvaise consultation peut générer du cynisme et du désengagement. Merci. Merci beaucoup pour votre participation parce que je peux vous dire que c'est une bonne dose de fraîcheur en démocratie. Merci. Madame la députée d'Émile-Île. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Je vais passer à travers vous pour passer un message. En premier, je vais vous dire que la Commission scolaire de Laval, en 2018, a fait un partenariat avec vous et a fait une conversation publique sur l'école lavalloise de demain. C'était en 2018. Peut-être que je n'aurai pas la chance et la joie de voir l'impact que ça a eu pour susciter la démocratie scolaire à Laval, puisque si la tendance se maintient, le nombre de 75 contre le reste fait en sorte que le projet de loi passe, on ne verra pas le résultat de la chose. Mais je veux vous dire que j'ai trouvé ça intéressant d'être assis dans la même salle que les gens de commerce, les gens du municipal, des gens du tourisme, les gens qui s'occupent de Laval, mais qui se soucient aussi de son école publique, assis dans la même salle. Fait que je vous le dis parce que j'ai eu le privilège de voir les gens que vous représentez en action dans ce principe de consultation-là. J'ai trouvé ça très intéressant et c'était une décision du Conseil des commissaires de faire ça. Donc, quelquefois, il faut le savoir, plus souvent qu'autrement, ils prennent des très, très bonnes décisions. Ce sur quoi je veux revenir, parce que vous êtes la deuxième personne à avoir le souci de nous le signaler. Quelquefois, quand je fais partie d'un milieu défavorisé, peut-être que les gens qui pensent pas, les gens ne pensent pas pouvoir participer parce qu'ils portent un propre jugement sur leur valeur ajoutée. Et on sait que si on n'entend pas les gens de milieux vulnérables, ben on va peut-être avoir une inéquité qui va s'installer sans même s'en apercevoir. Pourquoi? Bien parce que quand j'ai un vocabulaire élaboré, quand je suis fière de moi, quand je suis sûre de moi, puis quand j'ai du temps et des sous pour s'occuper du temps que j'ai pas, bien peut-être que je peux faire valoir des idées que quelqu'un en milieu défavorisé ne pourrait pas faire valoir. Donc, dans ma perspective à moi, puis je vous le dis bien sincèrement, je pense que mes collègues le savent maintenant, moi, la clientèle défavorisée, c'est une clientèle que j'aimerais avoir sous mon aile de façon constante pour pouvoir vraiment adresser toutes les petites problématiques, que ce soit la faim, que ce soit l'aide aux devoirs ou tout le reste. Mais comment je fais pour m'assurer si mon nombre est réduit, si mon conseil d'administration est géré autant par le personnel qui s'occupe de ces écoles que les parents qui sont mieux nantis? Comment je fais pour m'assurer d'une équité et non d'une égalité, d'une équité dans un milieu de vie? Puis moi, je vous parle, en ce moment, je pourrais vous parler de Laval, là, mais vous le savez comme moi, Laval, c'est 35 km par 45 km et je passe de la pauvreté à la richesse. Je le dis en toute humilité parce que c'est une variante partout sur l'île. Et je peux dire qu'en ce moment, j'ai une équité de service à Laval. Alors, comment je fais pour m'assurer, quand je change le système, puis je reprends le geste, je change le paradigme, comment je fais pour m'assurer que je n'échappe pas ma clientèle en milieu défavorisé? Madame Flon? C'est une excellente question et c'est une préoccupation aussi que nous avons, puis que je pense que je vous ai communiqué à travers le mémoire. On a la responsabilité de s'assurer une répartition équitable des ressources. Comment est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. C'est pas très clair. Est-ce qu'il va y avoir des ressources éducatives sur les CA des centres de services? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a plusieurs stratégies pour veiller à une répartition équitable. Il y a des moyens d'aller susciter la contribution des personnes vulnérables, de les faire se sentir assez compétents pour participer à des décisions publiques.
Puis, ben, il y a des données qui existent sur les milieux. Il faut que les décisions soient prises sur la base de données. Mais comment on a les données en allant voir les gens souvent? Les personnes concernées aussi. Madame la députée? Ah, députée de Westmount-Saint-Louis. Désolée. Combien de temps, Madame la Présidente? 3 minutes. OK. Merci pour votre présence aujourd'hui. Moi aussi, je vais utiliser votre présence pour passer un message. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou si les collègues sont au courant, mais au sein du conseil de commissaires de Lester B. Pearson, ils ont 2 élèves qui sont commissaires. Oui, qui siègent. Et ça, c'est un modèle. Là, je nomme juste un commission scolaire, mais il y en a plusieurs, Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait sans détruire le système de gouvernance actuellement en place. Fait que c'est une modification facile à faire dans la structure pour assurer qu'on a une participation citoyenne qui est plus accrue, puis de rejoindre la jeunesse. Vous avez mentionné dans votre témoignage que mon collègue vient de mentionner l'accès pour les milieux défavorisés, mais aussi pour les parents des enfants peut-être handicapés, etc. Puis je crois que le chiffre que vous avez utilisé, c'est 5 %, fait qu'on n'a pas vraiment un taux de participation qui est favorable. On sait que c'est difficile pour ces parents de participer. Ils ont des contraintes de temps, etc. Puis leur situation souvent ne leur permet pas de participer. Selon vous, puis votre expertise, est-ce que le projet de loi 40 va permettre un meilleur accès pour les parents de ces enfants-là handicapés ou en déficience intellectuelle? Pour l'instant, il n'y a rien dans la lecture du projet de loi qui me permet de penser qu'il y a des nouveaux moyens qui sont proposés pour favoriser la participation de ces gens-là. Parfait. Le système actuel qu'on a présentement, on sait que maintenant, j'aimerais vous faire entendre par rapport à le système de 2 tracks, parce qu'on parle vraiment d'abolir un réseau de démocratie. On va garder une forme de démocratie que, selon moi, ne respecte pas la Constitution qui protège la communauté minoritaire d'expression anglaise pour la communauté anglophone, mais on va abolir ce palier de démocratie totalement pour les francophones. Est-ce que ça représente une problématique selon vous? Madame Flon? Oui, c'est pas une problématique que j'ai examinée, donc je ne me sens pas à l'aise de me prononcer dessus, mais selon les observations qu'on voit dans les médias, en effet, il y aurait une iniquité, mais je voudrais pas en dire plus. OK. Une dernière question pour vous, parce que j'ai entendu mes collègues parler de le pouvoir des parents, puis ce serait un pouvoir des parents qui sont accrus actuellement dans le système que nous avons pour les élections des membres qui siègent sur le conseil de commissaires. Savez-vous si les parents sont exclus à se présenter pour toutes les positions qui sont disponibles? Non, les parents peuvent se présenter. Fait qu'actuellement, si on a 13 ou 10, tous les parents peuvent se présenter. Oui. Fait que ça veut dire qu'ils ont déjà un pouvoir de représentation, ils ont déjà un pouvoir de participer. Puis dans le projet de loi 40, ça veut dire qu'ils vont diminuer le nombre de parents qui auront un siège autour de la table, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça, c'est un pouvoir accru? Un pouvoir accru? Non, mais c'est sûr que le vrai problème, ce n'est pas que les parents n'ont pas l'opportunité de se présenter, c'est le taux de participation qui est le vrai problème. Et je dois mettre fin à l'échange. Je vais passer maintenant la parole à la députée de Joliette. Il y a déjà eu un consentement ici entre les différents partis pour verser le temps de la députée de Sherbrooke au profit de la députée de Joliette avec le consentement du ministre et de l'opposition officielle. Madame la députée de Joliette, vous avez près de 5 minutes. Vous n'avez pas la chance que j'ai aujourd'hui. J'ai 5 minutes au lieu de 2 minutes 40, donc c'est Noël. Oui. Alors, écoutez, merci beaucoup. C'est intéressant. C'est une perspective un peu différente. Je me demandais, vous avez abordé avec ma collègue de Mille-Îles rapidement la question de l'équité. Vous avez beaucoup parlé de la question dans la répartition des ressources. Mais est-ce que vous vous êtes penché sur le groupe qui vous précédait, nous disait que ce serait important que l'équité soit vraiment une fonction de s'assurer de l'équité assumée par les nouveaux conseils d'administration, donc des centres de services.
Est-ce que vous êtes penché sur toute cette notion d'équité-là en lien avec le fait que là, il va y avoir un libre choix complet pour la fréquentation des écoles, puisqu'il n'y aura plus de lien avec le territoire? C'est-à-dire que dans l'article 1 du projet de loi, vous n'avez pas regardé cette question-là spécifiquement? Vous m'amenez dans un niveau d'analyse pour lequel on ne se sent Parfait. pas suffisamment expert. C'est ce que je voulais savoir. En termes de consultation, puis de comment faire atterrir des réformes, puis de s'assurer d'un consensus social, ce qui est un peu votre expertise, est-ce que là, on a une réforme sur les structures, la gouvernance, avec certains autres éléments qui arrivent, mais ça n'a pas été précédé d'une vaste consultation sur les enjeux de fond, je dirais, sur quelle est l'école qu'on veut en ce moment, sur l'école à 2 vitesses, à 3 vitesses, sur des enjeux d'équité notamment. Est-ce qu'on aurait dû faire ça ou est-ce qu'on bénéficierait comme société de faire les choses dans cet ordre-là? Oui. Clairement, nous aurions bénéficié d'avoir un débat social plus large, je crois, sur cette question-là, pour examiner différents scénarios, confronter les idées. Dans la discussion aussi, là, vous avez une succession de points de vue individuels qui vont certes vous informer, mais je crois qu'on aurait bénéficié de faire aussi délibérer les acteurs entre eux sur ces questions-là et peut-être que des recommandations s'en seraient dégagées. Mm-hmm. Parce qu'il y a une force au travail qu'on fait, puis qui peut se répercuter via les médias dans l'espace public, ce qui engage un dialogue. Mais je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Et je pense aussi qu'il faut se donner du temps parfois quand on fait des réformes comme celle-là. Malheureusement, je pense qu'en ce moment, on ne travaille pas dans les conditions idéales parce qu'on met cette réforme-là avant d'avoir fait le débat sur le fond et parce qu'on travaille avec un échéancier très serré, parce que le ministre a déclaré que le 29 février, les commissaires scolaires n'auraient plus les responsabilités qu'ils assument à l'heure actuelle. Donc, ça met un peu de pression, je dirais, pour un sain débat public. Est-ce que le facteur temps est un élément dans la saine délibération pour bâtir des consensus et faire atterrir des réformes? Absolument. Merci. Ça a l'air arrangé, là, mais on s'était pas... non. C'est parce que moi, j'ai été très marquée, comme certains le savent, par mon expérience avec l'aide médicale à mourir. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais le facteur temps et l'aspect délibératif a aidé beaucoup à bâtir les consensus. Je pense que quand on change des choses comme ce qu'on change aujourd'hui, qui vont affecter tout le système scolaire, il ne faut pas minimiser comment une réforme va atterrir, comment on a pu bâtir le consensus pour que les acteurs se sentent mobilisés et qu'il y ait cette adhésion-là. Oui, puis si je peux me permettre, pour qu'il y ait un débat social efficace aussi, il y a un volet d'information qui est important. Et je pense que dans la société québécoise, il y a encore une mécompréhension de certains rôles, de comment les pouvoirs se répartissent actuellement même entre les différents acteurs. Et puis oui, on aurait bénéficié de temps pour pouvoir avoir ce débat-là. Oui, puis moi, je donne un exemple en termes, je ne sais pas si le ministre va la faire, là, cette campagne d'information-là, mais toute la question, justement, de la fréquentation des écoles, du changement un peu des écoles de quartier, des impacts que ça peut avoir pour les écoles de village. Les gens, en ce moment, il n'y a pas de débat là-dessus. Les gens ne sont pas au courant parce qu'ils pensent qu'on est juste dans la question des structures. C'est d'abord ce dans quoi on est, mais je pense que c'est un enjeu important. Je voulais vous amener, ma collègue y a fait référence, vous aussi, la présence des gens qui s'impliquent. Certains nous ont dit que souvent, il y a une disproportion de gens de milieux économiquement plus favorisés qui vont s'engager plus facilement pour toutes sortes de raisons qu'on peut imaginer. Comment on fait, parce que là, on a un double défi, il va y avoir plus de parents. Bien, pas plus de parents, on se comprend, mais dans la composition, il y a une proportion forte réservée aux parents versus les membres de la communauté. Ça, j'aimerais ça vous entendre, à savoir si on a le bon équilibre. En 20 secondes. 2, comment on fait pour stimuler la participation de gens qui participent moins facilement. Et il vous en reste 4. La participation de gens qui participent moins facilement, il faut des ressources, il faut du temps, il faut du monde qui font des liens. On passe par des organismes, on fait des appels, on va rencontrer des gens, on crée une relation de confiance. Donc, il y a des ressources à mettre en place.
Sur l'équilibre, comme je vous dis, je préférerais m'abstenir de dire un nombre adéquat là, pour les centres de services. Mais c'est certain que je vois d'un bon œil qu'il y a des représentants de la communauté. En même temps, ma compréhension, c'est que ces gens-là seront élus par les parents. Donc, est-ce qu'on passe pas un peu à côté de la... Je pose la question. Il y a aussi une question. Et je vous remercie de votre contribution, Mme Flon. Nous allons maintenant suspendre les travaux et nous les reprendrons à 15 heures. Merci. Bon appétit.